Je m'appelle Damian. Je parcours la planète pour vous emmener sur les sites archéologiques les plus énigmatiques. Ma mission est de vous faire découvrir des lieux insoupçonnés et de mettre en lumière certaines anomalies qui me laissent penser que l'histoire ne nous a pas tout dit. Y aurait-il eu une civilisation que notre chronologie ne mentionne pas? Possédait-elle une technologie et une connaissance supérieures aux nôtres? Ce n'est pas à moi de l'affirmer, mais à vous d'en juger. La civilisation Olmec, c'est censé être la plus ancienne en Mésoamérique. C'est un peu contradictoire avec ce qu'affirment les archéologues et eux-mêmes en fait ne sont pas très sûrs ni certains. Alors d'après les indications que fournissent les chercheurs, les archéologues, eh bien c'est un sac cérémonial. Mais voilà, c'est peut-être une conclusion hâtive. On a des représentations d'hommes qui copulent avec des jaguars. Ces têtes sont en basalte, amenées et acheminées depuis une carrière qui se trouvait à 70 km de là où on les a trouvées. C'est la solution simple et rapide pour expliquer comment transporter ça sans aucun problème. En réalité, il y a beaucoup de problèmes de transport qui ne sont pas expliqués. On affirme, voilà, parce qu'on n'a pas d'autre explication, qu'ils les ont transportés sur des rondins et des rondins de bois. Voilà. Des têtes de 20-30 tonnes quand même. Et on a fait des petits dessins comme toujours et on ne cherche pas plus loin. Voilà. Donc la question est la même, comment faisait-il pour acheminer, par voie maritime notamment, ce genre de tête? Ça ne tient pas la route. Hello les friends, et bien voilà de retour pour une nouvelle vidéo et cette fois nous sommes du côté du golfe du Mexique dans la ville de Villahermosa où on trouve le fameux parc de la Venta où sont exposées ces très fameuses têtes Olmec à, on va dire, à faciès africain. Nous sommes arrivés tout à l'heure, le parc fait environ 7 hectares et malheureusement on a eu la désagréable surprise de voir que ce site, on va dire qu'il n'est pas un site archéologique mais plutôt un parc à ciel ouvert, était aussi un parc zoologique. J'étais venu au Mexique en 2012 et je n'étais pas passé par ici. Et pour vous dire la vérité, si j'avais su qu'il y avait un parc zoologique et qu'il y avait des animaux en cage, eh bien nous ne serions pas venus là parce que voilà, ici personne ne cautionne, on va dire, la souffrance animale. Ça c'est vraiment le mauvais point sur le parc de la Venta. La civilisation Olmec, c'est censé être la plus ancienne en Mésoamérique. Donc on la date à 1200 avant Jésus-Christ et on pense que c'est la plus vieille justement parce qu'on a retrouvé énormément d'artefacts disséminés tout à travers la Mésoamérique. Alors les chercheurs en sont venus à cette conclusion du fait de la présence de tous ces artefacts partout. Mais voilà, c'est peut-être une conclusion hâtive. On sait qu'il y avait énormément d'échanges de troc à l'époque de ces anciennes civilisations. Donc il est probable que ces pièces aient circulé un peu partout. Ça ne veut pas dire que les Olmecs ont conquéri toute la Mésoamérique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est un peu contradictoire avec ce qu'affirment les archéologues et eux-mêmes en fait ne sont pas très sûrs ni certains. Pourquoi? Eh bien parce que quand on parle de conquête, on va dire d'un territoire, pour assimiler des civilisations, ça se faisait très souvent via la militarisation, via des conquêtes assez violentes et des guerres. Et on n'a pas retrouvé sur les stèles Olmec de représentation de guerre ou même de sacrifice. Donc on pense qu'elle a conquéri la Mésoamérique de manière pacifique. On a énormément de têtes africaines dans les représentations Olmec. Je dis bien en règle générale parce qu'ici nous en avons 3 ou 4, pas plus, qui ont été amenées depuis la zone de la Venta. On identifie plutôt le pôle spirituel, le lieu de naissance de cette civilisation dans 3 zones. Dans la zone des 13 Zapotes, de San Lorenzo et de la Venta. Alors la Venta, il faut savoir c'est que c'est pas ici. La Venta, c'est une région près du golfe du Mexique où au siècle dernier, quand on a cherché du pétrole, on a découvert toutes ces stèles, toutes ces têtes africaines qui étaient profondément enterrées. Et c'est à ce moment-là qu'on les a déplacées ici pour en faire un parc à ciel ouvert. Alors il faut savoir c'est que certaines peuvent peser jusqu'à 20-30 tonnes, certaines font 2 mètres, plus de 2 mètres de hauteur, elles sont assez imposantes. Et pareil, on a ce faciès africain, justement, qu'on identifie comme étant le style Olmec. Et ce qui est un peu, on va dire, troublant, parce qu'on a d'autres stèles où on a des profils type mésoaméricain qui ne sont pas avec ce faciès
africains. Donc est-ce que ces têtes Olmec à faciès africain sont vraiment la civilisation Olmec telle qu'on l'a dit, ou est-ce que ces têtes africaines auraient été des guerriers ou une culture ou une tribu qui aurait contribué à un moment à l'essor d'une autre tribu, peut-être les vrais Olmecs qu'on peut voir représentés parfois avec des coiffes et des nez aquilins, qui évoquent, on va dire, d'autres représentations de la Mésoamérique, comme chez les Mayas ou les Aztèques, voilà. Mais on a quand même pas mal de personnages assez boudinés, avec le visage un peu rond, avec ce visage de bébé. Et c'est ces fameux babyface qui sont souvent identifiés appartenant à la culture Olmec. On en a vu des céramiques comme ça à Teotihuacan, avec ces petits personnages heureux, rondelets, les yeux un peu bridés. Donc ces fameux babyface, et on a ces faciès un peu africains qui tranchent radicalement avec ces babyface. Et on a encore ces personnages très, on va dire, aztèques ou mayas qui ne ressemblent pas à des profils africains comme c'est le cas avec ces têtes qu'on trouve dans ce parc de l'Aventard. Alors il faut savoir une chose, c'est que les Olmecs, ils n'avaient pas une croyance, on pense, comme certaines autres civilisations, comme les Aztèques ou les Mayas, ils n'avaient pas de dieu vraiment, mais ils avaient plutôt une culture ou des croyances liées au chamanisme, à la terre, aux animaux, etc. On a sur certaines stèles, pas ici, mais dans d'autres endroits au Mexique où on les expose, on a des représentations d'hommes qui copulent avec des jaguars, et donc on a tout un mythe avec l'inframonde où justement on a des bébés mi-homme, mi-jaguar qui émergent de l'inframonde. On a aussi ici d'autres représentations qui sont un petit peu plus intrigantes et qui me rappellent certaines choses qu'on a vues sur les pierres d'Ikea au Pérou, notamment on va dire des scènes où on a des hommes qui se battent avec des créatures anthropomorphes type reptiliennes, comme des sortes de dinosaures mais mi-homme, mi-serpent. Et bien ici aussi on a une scène comme cela, vous allez le voir après, où on a une sorte de prêtre ou de personnage important, on se doute, qui est en train de s'accoupler ou plutôt de copuler, si je puis dire, avec une créature anthropomorphe, avec un visage un peu allongé qui évoque celui d'un dinosaure ou peut-être d'un requin, puisque c'est ce qui est écrit sur la stèle. Ils identifient cette créature reptilienne à un requin. Voilà, on va faire la visite, on va faire un tour. Et je vous dis à très bientôt les amis, et je vous laisse découvrir les stèles et nous suivre à travers cette balade dans ce parc. À très vite. Là, on a un exemple typique de tombe faite avec des blocs de basalte de cette civilisation Olmec. Donc toutes les pièces ont été apportées ici et on a tout reconstitué donc. Alors là, on voit que sur cette pièce, il y a énormément de représentations de hibou ou de chouettes. Et d'ailleurs, elle porte son nom, la stèle de la chouette. C'est vrai que ici cette tête ressemble vraiment pour le coup à un hibou ou une sorte de tête d'oiseau. Et d'ailleurs on retrouve cette tête d'oiseau un peu partout quand même. On va essayer de rapprocher la caméra pour voir un peu au-dessus. On n'est pas censé toucher le monument ni s'approcher, je vais juste faire un plan. Là on est sur le monument 56 et elle s'intitule cette stèle le singe qui regarde le ciel. Alors bien sûr ils disent qu'à l'origine la sculpture elle était probablement allongée à l'horizontale, mais bon ce que j'aime bien c'est le nom qui donne, le singe qui regarde le ciel. Quand on regarde en fait ce type de stèle, non, on n'a pas affaire à un singe, c'est clairement pas un singe. Les annotations ne sont pas appropriées quoi. En 60 et ils ont surnommé ce monument l'enfant jaguar, voilà. Alors, moi je pense que ça ressemble plus à une sorte d'amphibien. J'aurais dit l'enfant grenouille pour ma part. Donc là on est sur l'hôtel du Triomphe numéro 4. Une belle pièce, bien grande. Alors en largeur on doit être sur quoi? Sur 4 mètres de large, à peu près sur 1,70 m de hauteur. Et puis en épaisseur, alors on est facile à 1,30 m. Et alors comme l'a signalé Julien, un des aventuriers du bout du monde, on a des petites cavités à l'intérieur. Alors soit
soit ces cavités étaient faites pour déposer soi-disant, hein, puisque c'est toujours sacrificiel, cérémoniel, donc soit on déposait des bougies, soit effectivement comme il a dit, et ce que je trouve c'est beaucoup plus crédible et plausible, eh bien cette partie-là faisait partie d'un ensemble et que ces cavités servaient tout simplement, dedans on insérait en fait les autres parties de, on va dire de l'autre structure, de l'autre morceau, voilà, ça s'imbriquait à l'intérieur et ça consolidait l'ensemble de cette massive, de ce monument massif. Alors là on voit que, alors on ne sait pas ce que c'est ni qui c'est, hein. De toute façon on n'a aucune information, hein, puisque c'est la plus ancienne civilisation de Mésoamérique. Donc on fait une interprétation, les cartels sont là pour donner une interprétation, ni plus ni moins. Donc après voilà, pour moi il n'y a aucune valeur sûre dans ce qui est dit et ce qui est montré et interprété. En tout cas bon voilà, ce personnage se tient la jambe gauche et avec la main droite il tient une sorte de corde. Une corde qui court le long du rocher, enfin de cette pierre, et qui est attrapé derrière par un personnage qui semble être féminin, voilà, avec des allures plus féminines, hein, c'est une interprétation, j'en suis pas sûr, hein, bien sûr, et donc c'est relié à elle. Voilà, c'est attaché plutôt à son poignet, comme si elle en était l'esclave, voilà. Voilà, c'est une sacrée pièce, hein. Sacrée pièce, et pareil, on n'a pas vraiment d'explication sur cette civilisation. Alors voilà, les trous sont un grand mystère. Est-ce que ça représente des constellations? Est-ce que c'est des trous naturels? Je pense pas, je pense que c'est artificiel, ça a été creusé volontairement. Qu'est-ce que ça représente? On ne sait pas trop. Sur le côté on a des sortes de sillons, des traces dans la pierre, voilà, ça évoque une sorte de je sais pas, de langage très basique, si on peut dire. Ou alors peut-être c'était quelque chose qui était mathématique, peut-être qu'on mettait une entaille à chaque fois qu'il y avait un événement particulier, tu vois, ça peut être fait sur le temps progressivement par étapes. Voilà. En tout cas voilà, c'est tous ces symboles, tous ces signes, tous ces petits pictos, ces icônes, on ne sait pas trop ce que ça représente, on aimerait bien savoir exactement quoi. Oh non, ça a été, on voit que ça a été poli, ça a été travaillé, hein, voilà, ouais. C'est travaillé, ça c'est pas des cloques naturelles. Bon, c'est du basalte apparemment. On pourrait croire qu'il y ait des cloques qui soient formées naturellement à cause des bulles d'air, ouais, mais je pense pas. Quoi. On voit que c'est quand même très, voilà. Un diamètre. C'est quand même assez saillant. Régulier. C'est assez saillant sur les tranches quand même là ici là. Sur les angles, ouais, c'est très très saillant quoi. Ouais, et puis les clés, voilà, les ronds, les cercles hein, sont réguliers. Voilà. Non, il y a une raison et c'est symbolique. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose tous ces trous. Hein. Mais quoi? Un fait troublant qu'il convient de soulever parmi les artefacts et céramiques olmèques exposés dans les musées, ce sont sans aucun doute ces intrigantes statuettes qui montrent d'étranges personnages aux allures très évocatrices des statuettes de la culture d'Obed. Ces figurines originaires de Mésopotamie portent le nom de figures ophidiennes qui ramènent à leur silhouette filiforme et svelte qui évoque le serpent. Certaines portent un nouveau-né. Elles ont le crâne allongé, des visages triangulaires, des yeux élingués et on peut voir que leurs épaules présentent des sortes de pastilles. Les figurines de facture olmèque que nous pouvons observer dans le musée de Monte Alban au Mexique et identifiées à la période olmèque présentent également les mêmes caractéristiques. Visage triangulaire, crâne allongé, yeux étirés et là aussi, certaines portent un enfant. Elles ont également d'étranges similaires pastilles aux épaules. Alors, que penser face à autant de similarités lorsque l'on sait qu'officiellement, selon notre grande histoire, que ces deux civilisations n'ont jamais été en contact l'une avec l'autre. Autre exemple à retenir, c'est celui de la fresque aztèque consacrée à la déesse mère
qui montre deux personnages coiffés du quetzal, l'oiseau sacré des Aztèques, et qui tiennent dans leurs mains une situle, sorte de sac que l'on retrouve aussi dans les représentations antiques du Proche-Orient. Ces deux personnages semblent recueillir des fruits devant la déesse mère, incarnée ici par cet arbre gigantesque. Étonnant encore que ces personnages aztèques coiffés d'une tête d'oiseau nous ramènent aux divinités mésopotamiennes, elles aussi représentées par des personnages à ailes ou alors à tête d'oiseau. Là encore, doit-on y voir un simple hasard? Ou bien l'histoire aurait-elle, en des temps immémoriaux, réuni ces deux civilisations? Doit-on en conclure que certaines civilisations de la Mésoamérique et de la Mésopotamie aient reçu les mêmes enseignements? La question reste alors de savoir comment, mais surtout de qui. Alors à l'entrée du parc de la Venta, vous avez une sorte de petit musée couvert où ils ont exposé quelques pièces archéologiques justement qu'on cherchait, qu'on n'avait pas trouvé à l'intérieur du parc, dont cette fameuse pièce où on a identifié ce personnage dans un serpent qui tient cette fameuse situle. Voilà. Alors d'après les indications que fournissent les chercheurs, les archéologues, eh bien c'est un sac cérémoniel. Voilà. On n'en sait pas plus. Or en fait on ne fait pas du tout le rapprochement avec cette situle et les autres situles qu'on trouve dans la religion mésopotamienne. Donc il y en a beaucoup qui pensent que ce personnage en fait serait dans une sorte d'appareil ou d'astronef, que ce serait on va dire la représentation d'un appareil, voilà, et qu'il est à l'intérieur d'un cockpit. Voilà, donc ça a été quelques fois évoqué sur la toile. Certains ont même prétendu que ça c'était un écran dans lequel ils regardaient. Bon, voilà. Un peu plus loin, des panneaux illustrés tentent d'expliquer de la manière la plus rationnelle qui soit comment les Olmecs à l'époque ont acheminé ces têtes de basalte. Les explications affirment que ces hommes ont transporté ces blocs de plusieurs dizaines de tonnes sur des radeaux qui ont ensuite été traînés par des cordelettes sur des rondins de bois ou de bambou. Joseph, un de nos voyageurs et ancien ingénieur à la retraite, nous livre son point de vue. Ouais, moi quand je regarde ça, j'ai envie de critiquer parce que pour transporter sur l'eau, comme nos bateaux actuels, nos tankers, là, il faut que le volume de ce qui transporte quelque chose soit important. La poussée d'Archimède est égale au poids du volume d'eau déplacée. Donc grosso modo, si j'ai une tête qui fait 20 tonnes, elle est sur un radeau. Il faut que j'ai un volume de bateau, de quilles dans l'eau, de 20 mètres cubes. Ce radeau, même s'il y a des troncs de 20 cm d'épaisseur, le volume d'eau qu'il déplace n'est pas de 20 mètres cubes. Donc il ne peut pas transporter une pierre de 20 tonnes. Et en plus, si on accepte que c'est possible, quand je vais arriver sur le bord de la berge en tirant avec les cordes, actuellement la tête elle est au milieu du radeau, il va bien falloir que je déplace ma tête vers le bout du radeau. Je vais créer un déséquilibre et la tête va tomber dans l'eau. C'est tiré par les cheveux comme solution. C'est la solution un peu simple et rapide. C'est la solution simple et rapide pour expliquer comment transporter ça sans aucun problème. En réalité, il y a beaucoup de problèmes de transport qui ne sont pas expliqués. Voilà, donc comment on explique, quelle technique on avance pour dire et expliquer que ces Olmecs transportaient ces têtes, ces grosses pierres, on va dire, sur de longues distances. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ces têtes sont en basalte et que d'après notre guide, elles ont été amenées et acheminées depuis une carrière qui se trouvait à 70 km de là où on les a trouvées. Donc 70 km, eh bien, ça veut dire qu'il y a un moment, ils ont dû, on va dire, les acheminer par voie maritime. Et la seule explication qu'on a, puisqu'on n'a pas retrouvé, à part des pierres, on n'a rien retrouvé en fait, qui soit de facture Olmec et des céramiques, des choses comme ça. Donc on présume, on affirme, voilà, parce qu'on n'a pas d'autre explication, qu'ils les ont transportés sur des rondins et des rondins de bois. Voilà. Des têtes de 20-30 tonnes quand même. Et comme le dit Joseph, eh bien, il faudrait qu'il y ait une quille de 20 mètres cubes, c'est ça, 20 mètres cubes, pour compenser le poids de la tête. Donc clairement, il s'agit d'explications qui sont très simples, très, on va dire, élémentaires, basiques, premier niveau, mais qui ne tiennent pas en compte de certains aspects, on va dire, de faisabilité. Et on regrette un peu que ce ne soit pas un peu plus sérieux justement. Il y avait d'autres peut-être techniques qu'ils utilisaient et on a fait des petits dessins comme toujours qui sont très simples et on ne cherche pas plus loin. Voilà. Donc la question est la même.
comment faisait-il pour acheminer, par voie maritime notamment, ce genre de tête. Mais tel que c'est présenté ici, eh bien ça ne tient pas la route. Voilà. Donc bon, ça va pour l'explication pour les enfants, mais si on essaye de creuser un peu plus et de chercher, de réfléchir, eh bien on se rend compte qu'il y a beaucoup d'incohérences. Donc il y a encore du travail à faire pour comprendre ces anciennes civilisations et probablement avait-elle un secret qui nous dépasse concernant le transport de ces pierres. C'est comme au Pérou, il y a des choses qui nous échappent. Voilà. Avant de clore cette vidéo, il est important de faire une petite mise au point sur ce qui a été dit juste avant. Bon, nous y sommes peut-être allés un peu fort avec ces petits dessins, et si l'on replace les choses dans leur contexte, ils ne sont pas totalement dénués de sens. En effet, on ne peut pas reprocher à l'illustrateur d'avoir omis de détailler la configuration exacte qu'aurait dû présenter ces radeaux. De plus, cela sort probablement de ses qualifications. Nous nous sommes donc penchés avec Joseph sur ces radeaux tels qu'ils auraient dû être conçus pour transporter des blocs de basalte dont le poids aurait été compris entre 5 et 40 tonnes. Et le résultat n'est pas aussi loin que ces hypothétiques dessins nous le montrent. Prenons un exemple. Pour transporter une tête de basalte de 20 tonnes, il aurait fallu construire un radeau comprenant au minimum 57 troncs d'arbres de 30 cm de diamètre et de 10 mètres de long. De plus, le bois de ces troncs aurait dû posséder une densité de 500 kg par mètre cube. Et enfin, il aurait fallu construire ce radeau sur 3 niveaux afin de répondre à la problématique de la flottaison afin d'obtenir un volume immergé de 20 mètres cubes. Donc la tâche n'est pas impossible, mais seulement si l'on considère qu'aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ, eh bien ces Olmecs avaient justement eu connaissance de ces facteurs physiques, car transporter des blocs de 40 tonnes sur des radeaux, eh bien oui, ça ne s'improvise pas. Cela signifie donc que nos Olmecs possédaient des connaissances qui vont au-delà de ce qu'ils auraient été supposés avoir. Un autre problème se pose alors. Tel que présenté sur ces dessins, quelque chose ne tient pas. Il s'agit du déchargement des blocs. Nos Olmecs auraient été confrontés au déséquilibre du radeau en déchargeant les blocs de basalte à terre. Pour que le transport soit possible, il faut que les têtes soient placées bien au centre. Autre problème, en déplaçant les blocs de basalte pour les décharger à terre, les radeaux basculeraient et les têtes tomberaient à l'eau. Sauf si bien entendu, les berges présentaient une configuration qui rende possible cette entreprise. Et forcément, nous l'ignorons. Selon notre ingénieur, déplacer de tels blocs sur des radeaux, ce serait avéré une entreprise bien hasardeuse. Le plus sûr aurait été de déplacer ces énormes têtes sur des embarcations possédant une coque, mais nous n'avons pas retrouvé chez nos Olmecs d'embarcation qui affirme cette hypothèse. Quoi qu'il en soit, nous ignorons comment les Olmecs ont acheminé par voie maritime ces blocs de basalte, et l'utilisation de radeaux tels que nous le montrent ces dessins, eh bien, reste totalement hypothétique. Pour vous donner une idée des problématiques auxquelles auraient dû se confronter nos Olmecs, nous vous recommandons de jeter un œil sur la séquence en lien de cette vidéo. Vous verrez à quel point il fut déjà bien difficile à ces hommes de transporter une simple pierre de 1000 kg. Alors, imaginez ces têtes Olmecs dont les plus lourdes pèsent 40 tonnes. Objectivement parlant, cela paraît tout bonnement improbable. En théorie, sur papier, oui, mais la réalité sur le terrain, ça reste encore à prouver. Les Olmecs possédaient peut-être d'autres techniques et d'autres secrets qu'il nous reste à découvrir.